Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez évidemment participer via les réseaux sociaux. Le pétrole toujours orienté à la baisse, autour des 30 $ le baril sur le marché. Le brut qui a perdu 60% de sa valeur depuis l'été 2014. Alors une bonne nouvelle évidemment pour les pays importateurs et pour nous, consommateurs. Et une mauvaise nouvelle pour les pays producteurs comme la Russie, le Venezuela ou encore l'Algérie, pour qui c'est un vrai manque à gagner. Une baisse qui affole également les marchés. En Asie, on a pu observer à la clôture un très net recul. Vous avez vu, Shanghai perd plus de 6% notamment. Alors on va tenter ce soir de comprendre cette baisse des cours du pétrole. Quelles sont surtout les conséquences économiques mais également politiques? L'économie mondiale est-elle menacée? Y a-t-il des risques d'explosion sociale dans certains pays comme la Russie, le Venezuela ou encore l'Algérie? On va en parler ce soir avec vous. Francis Perrin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la société Stratégie et Politique Énergétique, directeur de la rédaction de la revue Pétrole et Gaz Arabe. Thomas Porcher, bonsoir. Vous êtes économiste, spécialiste de l'énergie et co-auteur de cet ouvrage 20 idées reçues sur l'énergie, c'est aux éditions de Buck. Mathieu Ozano, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de cet ouvrage Or Noir, la grande histoire du pétrole, et c'est aux éditions La Découverte. Vous êtes chargé de la prospective au Shift Project, qui est un groupe de réflexion sur la transition énergétique. Et on en parlera aussi ce soir de la transition énergétique. David Rigoulet-Rose, bonsoir. Chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, spécialiste du monde arabe et de l'Iran, rédacteur en chef de la nouvelle revue Orient Stratégique, c'est aux éditions L'Harmattan. Alors on va regarder tout de suite, si vous voulez bien, la courbe des cours du pétrole, et vous allez voir, c'est la chute vertigineuse. Francis Perrin, comment expliquer cette dégringolade qui a commencé à l'été 2014? Je le rappelle, le brut qui a perdu 60% de sa valeur. La première raison, la plus simple et quelque part la plus importante, c'est qu'il y a trop de pétrole sur le marché. Au niveau mondial, il y a un excédent de la production sur la consommation qui vient notamment de la production de pétrole non conventionnel aux États-Unis et au Canada. Pétrole de schiste aux États-Unis, pétrole extrait des sables bitumineux au Canada. Cet excès se traduit dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale, avec un impact sur la demande, la Chine étant l'exemple le plus marquant. Quand vous passez d'un taux de croissance officiel, en tout cas, de 10-11% à 7%, évidemment, c'est une décélération très significative, et la Chine est le deuxième consommateur mondial de pétrole derrière les États-Unis. Troisième facteur, c'est l'OPEP. Normalement, lorsque les prix chutaient, l'OPEP se réunissait et décidait de réduire sa production pour faire remonter les prix. Mais en novembre 2014, en juin 2015, en décembre 2015, l'OPEP a dit « on ne fait rien ». Et non seulement elle n'a pas réduit sa production, elle l'a même augmentée en 2015, renforçant encore l'excédent de l'offre. Et donc ces divisions internes à l'OPEP et son impuissance, puisqu'il faut l'unanimité pour toute décision, ont fait encore baisser les prix. Nous avons l'Iran qui vient d'obtenir la levée des sanctions, enfin d'une partie des sanctions, et qui annonce haut et fort, depuis plusieurs mois, son intention de produire plus de pétrole, d'exporter plus de pétrole, donc d'aggraver en quelque sorte l'excédent de l'offre. Nous avons des stocks pétroliers mondiaux qui sont très importants, avec des stocks records dans les pays OCDE. Donc le monde est noyé dans le pétrole, pour le dire familièrement. Et nous avons la hausse du dollar. En règle générale, ce n'est pas une loi économique, mais il y a une relation inverse entre l'évolution du dollar et l'évolution du cours de l'or noir. Donc on a un ensemble de facteurs, au moins 6 ou 7, et il faut justement les mettre ensemble pour comprendre l'ampleur de cette chute que vous avez rappelée. David Rigoulet-Rose, il y a quand même un pays qui est quand même au cœur de ce système, c'est quand même l'Arabie saoudite aujourd'hui, parce que finalement l'Arabie saoudite et les pays de l'OPEP pourraient, s'ils le voulaient, réduire leur production. Or, ils ne le font pas. Or, l'Arabie saoudite ne le fait pas. Et là, il y a quand même des raisons géopolitiques à ça. Oui, certainement. C'est-à-dire que depuis l'été 2014, le ministre du pétrole saoudien, Al-Louaimi, avait dit qu'il était prêt à laisser descendre les prix jusqu'à 20 $. Il avait fait une déclaration à la revue Middle East Economic Survey, et donc il évoquait explicitement cette possibilité d'un effondrement des cours qui manifestement se produit. Alors, il y a eu un certain nombre de raisons qui ont été évoquées. D'aucuns ont dit que c'était pour pénaliser des pays comme la Russie, l'Iran. L'Iran étant déjà sous embargo, ce n'était pas forcément la cible. Et puis, évidemment, la question des shale oil américains et de l'indépendance énergétique, c'était de manière éventuellement un jeu très dangereux, joué par les Saoudiens, pour hypothéquer l'éventuelle production américaine qui était lancée et donc qui allait assurer
géopolitiquement, une dépendance en diminution de la part des États-Unis, et ce qui est la hantise des Saoudiens, parce qu'à ce moment-là, c'est le pacte du Quincy qui est remis en cause, le pacte du Quincy qui date de 1945, qui disait « Vous avez le monopole du pétrole saoudien, en échange, vous êtes notre assurance vie en cas de déstabilisation venant de l'extérieur ». Et donc, d'une certaine manière, ce pacte devient caduc. Et ce qui explique un peu la logique baissière continue. Alors, d'autant plus inquiétante d'ailleurs que traditionnellement, l'Arabie Saoudite est le swing producer, c'est-à-dire l'État pivot qui est normalement censé effectivement jouer à la hausse ou à la baisse pour arbitrer les équilibres. Et que là, délibérément, il a laissé couler les choses pour des raisons pas exclusivement économiques, manifestement. Et on va en parler. On va parler aussi de ce double jeu saoudien, et ça pourrait peut-être aussi lui exploser à la figure. Mathieu Ozano, ça va continuer jusqu'où, cette dégringolade? Parce que j'ai lu que... Non, mais c'est inquiétant. J'ai lu qu'il y avait une production record aussi de pétrole en Irak. Il y a donc la venue aujourd'hui de l'Iran sur le marché. Alors, c'est une bonne nouvelle pour nous, consommateurs, mais ça va aller jusqu'où? Ça peut descendre encore en dessous des $30, 25, 20 $? On peut l'imaginer, pétrole à ce prix-là? On est dans une situation d'excédent, donc il n'y a pas de prix structurel imposé par les pétroles les plus coûteux, puisque tout le monde est en concurrence avec tout le monde. On a aujourd'hui une guerre des prix tous azimuts dans laquelle effectivement l'Arabie Saoudite est le combattant le plus solide. Donc si on a une récession, ou en tout cas un ralentissement de l'économie mondiale, on a toutes les chances pour que le prix du baril reste durablement déprimé, et ça aura des impacts en chaîne ensuite sur l'ensemble de l'industrie pétrolière. On a privilégié l'explication d'une chute des cours du baril par l'abondance de l'offre. En réalité, je voudrais juste mettre une nuance par rapport à ce que M. Perrin vient d'expliquer. En fait, ce sont les cours de toutes les matières premières qui sont déprimés. Donc, on a quand même un phénomène qui est massivement un phénomène dû à l'état de la demande, c'est-à-dire de l'activité économique mondiale. Or, aujourd'hui, les signes sont très inquiétants du côté de la Chine, qui fournit l'essentiel de la croissance mondiale depuis plusieurs années. Donc, si effectivement nous sommes dans une situation, sinon de récession, ou en tout cas de ralentissement de l'économie mondiale, on a toutes les chances pour conserver des prix du baril durablement déprimés, avec toutes les conséquences géopolitiques. Alors justement, Thomas Porchet, j'entends bien Mathieu Ozano qui dit l'Arabie Saoudite est le combattant le plus solide, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques là aussi de jouer à ce petit jeu-là pour le royaume saoudien, parce que aujourd'hui c'est un vrai manque à gagner quand même pour l'Arabie Saoudite. Je voyais quand même qu'il y avait un déficit record aujourd'hui dans le pays, 80 milliards de dollars, que des subventions ont été coupées, des subventions notamment au carburant pour la population. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'explosion sociale peut-être pour l'Arabie? Je cite l'Arabie, mais ça serait vrai aussi pour l'Algérie. On a vu en 2011, au début du printemps arabe, les autorités algériennes avaient aussi avaient calmé en tout cas la colère en donnant justement de l'argent. Hein. Tous les pays pétroliers souffrent, mais à différents degrés. L'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar et les Émirats Arabes Unis ont des fonds souverains avec des centaines de milliards de dollars. Et donc, si demain il y avait des tensions sociales trop fortes en Arabie Saoudite, ils peuvent récupérer une centaine de milliards. Bien sûr, ils ont des réserves énormes, autour de 700 milliards, l'Arabie Saoudite. Donc, vous voyez, ils ont quand même... ils ont de quoi voir venir. Voilà, ils ont quand même à côté des fonds, ils peuvent piocher dedans. Ce qui n'est pas le cas de l'Algérie, ce qui n'est pas le cas du Nigeria ou d'autres petits pays pétroliers comme le Gabon, le Congo, qui, eux, vivent des véritables cures d'austérité et qui... À mon avis, ce sont dans ces pays-là ou en Amérique du Sud qu'il va y avoir les plus fortes tensions sociales. Même on le voit déjà au Venezuela d'ailleurs. Hein. Exactement, même si déjà en Arabie Saoudite, ou même au Qatar, ou même au Koweït, sont des pays qui ont été habitués ces 10 dernières années à avoir des augmentations des salaires des fonctionnaires, à avoir tout un tas d'éléments comme ça, et que là maintenant, ils vont peut-être vivre la création d'une TVA. Ils en discutent dans le Conseil de coopération du Golfe, ce qui serait quelque chose de nouveau. Ils ont l'eau, l'électricité souvent gratuite. Là, peut-être qu'on va leur faire payer. Et là, il risque d'y avoir un petit peu des tensions. Je voulais revenir aussi sur autre chose. C'est que pour nous, ce n'est pas forcément une si bonne nouvelle que ça. Aujourd'hui, on a du mal à dire c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être une bonne nouvelle pour les conducteurs, un petit peu, pour certains conducteurs, pour certains secteurs. Mais globalement... on ne sait pas là si la somme va être positive, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup déjà de nos entreprises qui licencient, il y a beaucoup de nos partenaires qui sont des pays pétroliers qui vont moins faire travailler nos entreprises, ou nos entreprises vont avoir moins de contrats, et puis même de manière générale pour le climat, un prix de l'énergie, un prix du pétrole bas, ça ne pousse pas à faire des efforts dans l'efficacité énergétique des voitures, etc., des transports. Donc dire que c'est une bonne nouvelle pour nous, je ne pense pas que si on fait la somme de tout ça... C'est à courte vue alors, vous nous dites.
pour certains. C'est-à-dire, oui, quand vous êtes à la pompe, voilà, c'est la bonne nouvelle. Mais enfin, un conducteur économiste, si on prend la consommation moyenne d'un véhicule diesel et le kilométrage moyen fait par un Français, l'économie est de 15 € par mois. Donc c'est pas mal pour le pouvoir d'achat, mais c'est pas non plus quelque chose qui relance le pouvoir d'achat et qui se substitue à une politique économique efficace. Justement, Mathieu Ozano, est-ce que c'est pas le moment justement de mettre en place et de réfléchir en tout cas pour certains de ces pays, je pense à la Russie par exemple qui aujourd'hui souffre terriblement de la chute des cours du pétrole, où le rouble a complètement dégringolé, le pays est en récession. Est-ce que c'est pas le moment justement de penser à des réformes structurelles et penser justement à la transition énergétique, à diversifier justement cette économie, à passer à un autre type d'économie? Oui, je dis la Russie, mais ça pourrait être également le Venezuela, enfin tous ces pays producteurs de pétrole. Mais même pour nous, pays consommateurs, et même peut-être a fortiori pour nous, pays consommateurs, on est dans un état de schizophrénie assez avancé, puisqu'on vient d'accueillir la COP21, et on peut entendre beaucoup de responsables politiques et économiques français se réjouir du bas prix du pétrole. Ça serait au contraire l'occasion, en tout cas c'est ce que je défends avec le Shift Project et avec d'autres organisations, de faire avancer la thématique clé de la transition énergétique, qui est celle du prix du carbone, c'est-à-dire mettre d'une façon ou d'une autre, à travers des taxes ou à travers un marché d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, un prix du pétrole, un prix du carbone, qui soit suffisamment important pour motiver les industriels et les particuliers pour faire la transition énergétique. Tout le monde en parle, c'est un vœu pieux. Le problème, c'est qu'il y a une relation tellement intrinsèque entre le niveau des cours du baril et le niveau de l'activité économique qu'on peut juste à l'instant, il y a quelques semaines, signer un accord international sur le climat et ne pas envisager de se saisir de cette opportunité historique d'une chute incroyable des cours du baril pour dire, profitons-en, mettons un prix sur le prix du carbone et commençons réellement la transition énergétique. Francis Perrin, est-ce que vous y croyez justement? Est-ce que vous pensez que ces pays-là, ces pays producteurs de pétrole, vont réfléchir justement à diversifier leur économie avec ce qui se passe en ce moment avec la chute des cours? Pour ces pays producteurs et exportateurs, il y a 3 défis en termes de transition. Il y a la transition énergétique en termes d'offres, développer d'autres sources d'énergie que le pétrole et le gaz, que les hydrocarbures. Il y a un défi en termes de demande, comment mieux gérer leurs demandes, comment utiliser l'énergie de façon plus efficace. Et puis, il y a le défi de la diversification économique. Et ça fait beaucoup, évidemment. Mais est-ce qu'il y a une prise de conscience, justement, avec ce qui se passe en ce moment? Le problème, c'est que, oui, il y a une prise de conscience, mais ce n'est pas la première fois que les prix du pétrole chutent. On a vu ça en 1986, fin des années 90, 2008, maintenant 2014, 2015, 2016. Donc, quand ces pays sont au pied du mur, ils disent « Ah oui, quand même, être dépendant à ce point du pétrole, c'est pas bon. Donc, on va se diversifier. » Les prix du pétrole remontent et après, on se dit « Ah, finalement, quand même, le pétrole, c'est sympathique, ça dégage beaucoup d'argent. Et puis, la transition énergétique, la transition économique, c'est bien, mais c'est compliqué, c'est long. » Donc, le test, et je ne fais pas de prévision, c'est est-ce que cette chute des prix-là que nous vivons va vraiment conduire à des changements significatifs dans les politiques énergétiques et économiques de ces pays, ou est-ce que lorsque les prix vont commencer à se remonter, parce qu'ils remonteront un jour, on verra quand et comment, et jusqu'à quel niveau. Et vous pensez qu'ils peuvent descendre encore plus bas? Je posais la question tout à l'heure à Mathieu Ozano. À court terme, on ne peut pas. Vous savez, actuellement, tout le monde sur les marchés pétroliers, parce que le pétrole est coté sur des marchés, il y a tous les aspects géopolitiques qui sont essentiels, mais les traders à Londres, à New York, à Singapour, ils jouent tous le pétrole à la baisse. Sur les marchés, on dit souvent la baisse s'appelle la baisse. Aussi. Ah, bien sûr, tout à fait. La spéculation ne fait pas la baisse des prix. Il n'y a pas que l'histoire de la production, il y a l'histoire de la spéculation qui vient se greffer aussi au problème de la... aux raisons que nous avons évoquées et amplifie la tendance à la baisse. Donc aujourd'hui, tout le monde joue le pétrole à la baisse. Et dans cette conjonction-là, vous pouvez très bien aller très bas, mais vous n'allez pas aller très bas très longtemps. Parce que l'équation pétrolière mondiale, quand même, voilà, il y a une demande qui continue à augmenter au niveau mondial. Il faut en face de cette demande mettre une offre, développer des gisements qui ont un coût qui n'est pas souvent, ça dépend si on est en Arabie Saoudite ou en mer du Nord, mais qui est loin d'être, qui est souvent supérieur à $30 par baril ou à 25 ou à 20. Donc, mais oui, à court terme, on peut descendre plus bas, on peut descendre très très bas, mais on est toujours dans le court terme.
David Riguilero, je voudrais revenir quand même, je vous donne la parole ensuite, je voudrais revenir quand même sur ces risques d'explosion sociale, justement on en parlait tout à l'heure concernant la Russie par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer demain, parce qu'il y a quand même des mouvements de contestation, alors bon ils sont très vite réprimés, mais ils existent quand même ces mouvements de contestation. C'est vrai aussi pour l'Algérie, c'est vrai aujourd'hui pour le Venezuela où les tensions sont très fortes. Est-ce que vous imaginez des risques d'explosion sociale? Ils ne sont pas les mêmes partout, mais potentiellement, effectivement, ils sont très importants. Dans le cas de la Russie, par exemple, Poutine, manifestement, c'est un vrai problème pour lui, plus peut-être qu'un problème strictement politique, au sens où, finalement, sur le plan démocratique, il arrive à gérer de manière assez contraignante les éventuels débordements qui contesteraient son autorité. Là, ça devient un problème s'il y a des contestations à caractère social, avec l'effondrement du rouble, etc. Et dans d'autres pays, bien sûr, il y a des pays surexposés comme le Venezuela, parce que de toute façon, ils ont une politique absolument dispendieuse, irrationnelle par rapport au pétrole. Mais même dans les pays qui ont relativement bien géré et qui ont comme vous disiez tout à l'heure, des ressources, comme l'Arabie Saoudite, il faut quand même rappeler que les ressources ont baissé. La SAMA avait 750 milliards, il n'y en a plus que 640. Et puis d'ailleurs, la Société nationale saoudienne de pétrole, Aramco, ils veulent vendre aussi, en tout cas, et justement, c'est intéressant parce qu'il y a deux éléments pour l'Arabie Saoudite. De cette société, pour avoir des liquidités. Alors, c'est que ça doit pas aller très bien. Les Saoudiens ont rapatrié 80 milliards déjà de fonds, des placements qu'ils avaient à l'étranger. Et effectivement, Mohamed bin Salman, qui est le vice-prince héritier, a envisagé ce qui a fait beaucoup jaser dans le Landerneau, justement, pétrolier, la possibilité de privatiser partiellement, très partiellement, à hauteur de 5%, le colosse. C'est le Gulliver du pétrole, l'Aramco. Évidemment, on se pose la question de savoir si c'est pour avoir des liquidités à court terme, parce que manifestement, ce serait le signe de difficultés nouvelles pour le royaume. Thomas Porcher, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je pense que je suis d'accord avec vous, tout ce qui a été dit. Je pense qu'ils peuvent tenir un peu plus longtemps, mais ils ne pourront pas tenir au-delà de 3 ans si ça continue comme ça. Ils peuvent tenir avec un prix bas, peut-être 2 ans, 3 ans maximum. Après, toutes choses étant égales par ailleurs, mais ils ne pourront pas tenir plus longtemps. Mais il est vrai que là, on assiste à quelque chose que l'on n'avait pas vu dans les pays de l'OPEP, et on le voit avec l'Iran, c'est qu'il y a un changement des contrats de partage de production. Et là, on voit par exemple que l'Iran, qui veut rajouter 500 000 barils sur le marché et qui veut faire monter sa production, accueille des compagnies étrangères avec des contrats de partage de production qui sont plus avantageux qu'à l'époque. Alors, vous savez, normalement, quand on allait dans les pays de l'OPEP, c'est très difficile d'avoir des bons contrats. Il y avait des compagnies publiques qui étaient très puissantes. Et normalement, il y a même l'Arabie Saoudite, c'est impossible qu'il y ait une compagnie étrangère qui vienne comme ça produire. C'était des partenariats qui étaient toujours à l'avantage de la compagnie nationale. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une remise à plat de ces critères-là. Donc on voit qu'il y a une volonté quand même d'ouvrir de plus en plus. Donc ils sont quand même effectivement en train de brader une partie de leurs actifs. Depuis le début un tout petit mot, et on fait une petite pause. Depuis le début du printemps arabe, le pétrole cher a permis d'acheter massivement la paix sociale. On peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans les années 80 avec le contre-choc pétrolier, le précédent où on a eu une chute des cours du baril comme ça très importante. Une des conséquences politiques, ça a été la fin de l'Union soviétique. L'Union soviétique a eu le tarissement des ressources en devises de l'Union soviétique, à cause de la chute des cours du baril au milieu des années 80, a eu un rôle délétère dans le destin de l'Union soviétique. Généré par les Saoudiens, justement. Tout à fait. Allez, on fait une petite pause, le temps du rappel des titres, et on va continuer à en parler de cette chute des cours du pétrole. On parlera aussi de l'impact aux États-Unis, parce que là aussi, il y a peut-être des choses très graves qui peuvent se profiler, notamment des entreprises en faillite, des banques qui ont fait beaucoup de prêts, peut-être trop de prêts. On en parlera dans un instant avec nos invités. Mais avant ça, le rappel des titres.